L'année 1526 marque un tournant sanglant dans l'histoire européenne. La Hongrie, ce royaume médiéval puissant qui avait pendant des siècles protégé la chrétienté contre les invasions venues d'Orient, s'apprête à vivre son heure la plus sombre. En 2 heures seulement, sur une plaine marécageuse près de Mohacs, tout un royaume va s'effondrer sous les coups d'une armée ottomane implacable. Pour comprendre ce désastre, il faut revenir quelques années en arrière. En 1520, un jeune sultan de 25 ans monte sur le trône ottoman. Soliman, que l'Occident appellera le Magnifique, hérite d'un empire déjà impressionnant de son père Sélim Ier. Mais Soliman n'est pas homme à se satisfaire de l'héritage paternel. Dès les premières années de son règne, il se révèle comme un conquérant méthodique et impitoyable. En 1521, Soliman frappe son premier coup en Europe. Belgrade, cette forteresse stratégique qui gardait les portes du Danube depuis des décennies, tombe entre ses mains après un siège acharné. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Belgrade était considéré comme imprenable, le verrou qui protégeait la Hongrie des invasions turques. Sa chute n'est pas qu'une défaite militaire, c'est un signal d'alarme que peu en Europe semblent vraiment entendre. Le sultan ne perd pas de temps. En 1522, il se tourne vers Rhodes, le bastion des chevaliers de Saint-Jean qui harcelait depuis des années les navires ottomans en Méditerranée orientale. Après un siège de 6 mois, l'île capitule. Les Ottomans contrôlent désormais la Méditerranée orientale. Soliman a montré qu'il n'avait peur de rien ni de personne. Pendant ce temps, en Hongrie, un jeune roi de 20 ans tente désespérément de tenir son royaume ensemble. Louis II Jagellon porte sur ses épaules un fardeau trop lourd pour lui. Couronné à 10 ans après la mort de son père Vladislas II en 1516, il a grandi dans un royaume rongé par les divisions internes. Les grands magnates hongrois se déchirent entre eux, chacun cherchant à augmenter son pouvoir personnel au détriment de l'autorité royale. Louis II n'est pas un mauvais roi. Éduqué avec soin, il parle 6 langues couramment, le hongrois, le latin, le tchèque, le polonais, l'allemand et le français. Il comprend aussi l'italien. C'est un excellent tireur et un bon cavalier. Mais son éducation raffinée ne peut compenser sa jeunesse et son manque d'expérience politique. Pire encore, il est maintenu dans une pauvreté humiliante par les magnates qui contrôlent les finances du royaume. Le jeune roi doit parfois mettre ses bijoux en gage pour avoir de quoi se nourrir et se vêtir décemment. Cette situation catastrophique ne date pas d'hier. Pendant le règne de son père Vladislas II, surnommé par dérision Dobs, qui signifie d'accord en tchèque, parce qu'il acceptait tout ce qu'on lui demandait, la noblesse hongroise a pris l'habitude de faire ce qu'elle veut. Les magnates comme István Báthory, Jan Chapolyai et István Werbocsi se livrent une guerre permanente pour le pouvoir. Ils transforment les assemblées du royaume en arènes où ils règlent leurs comptes personnels. Mais le pire est ailleurs. Depuis 1514, la Hongrie porte une blessure profonde et purulente. Cette année-là, une révolte paysanne d'une ampleur inédite a embrasé le royaume. Plus de 40 000 paysans se sont soulevés contre l'oppression féodale. La noblesse a réprimé cette révolte avec une cruauté inouïe. Le chef des révoltés, Gheorghi Dossa, a été supplicié de manière atroce. Assis sur un trône de fer chauffé au rouge, coiffé d'une couronne de fer brûlant, tandis que ses compagnons affamés étaient forcés de le dévorer vivant. En guise de vengeance collective, la noblesse a condamné tous les paysans hongrois au servage perpétuel. Cette décision va avoir des conséquences tragiques. Quand viendra le moment de mobiliser une armée pour défendre le royaume contre les Turcs, les paysans resteront passifs. Pourquoi iraient-ils mourir pour défendre leurs oppresseurs? Beaucoup ne voient pas grande différence entre la domination des magnates hongrois et celle des Turcs ottomans. Au moins, sous la domination ottomane, ils ne seront pas plus maltraités qu'ils ne le sont déjà. Le trésor royal est vide. Les fortifications le long de la frontière sud tombent en ruine. Les garnisons ne sont plus payées. Louis II tente désespérément de réformer le système fiscal pour lever plus d'argent, mais chaque tentative se heurte à l'opposition féroce de la noblesse qui refuse de payer plus d'impôts. Le royaume est en état de quasi-anarchie. En 1520, quand Soliman monte sur le trône, il envoie un ambassadeur à la cour de Buda. Le message est clair.
La Hongrie doit payer le tribut traditionnel qu'elle versait autrefois à l'Empire ottoman. Louis II refuse avec indignation. Certaines sources affirment même qu'il aurait fait exécuter l'ambassadeur ottoman et envoyer sa tête à Soliman, mais cette version est probablement exagérée. Ce qui est certain, c'est que l'ambassadeur Behram Savuch a été retenu pendant des années, pratiquement emprisonné à Buda. Soliman n'est pas homme à tolérer une telle insulte, mais il ne se précipite pas. Il est patient, méthodique. Il sait que la Hongrie est faible, divisée, presque sans défense. Il peut prendre son temps. En 1521, il frappe Belgrade. En 1522, il prend Orsova. En juillet 1526, ses troupes s'emparent de la forteresse de Petrovaradin. Chaque victoire rapproche l'armée ottomane du cœur de la Hongrie. Louis II comprend que le danger est mortel. Il envoie des appels à l'aide dans toute l'Europe chrétienne. Il écrit à Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui porte sur ses épaules les couronnes d'Espagne, d'Autriche, des Pays-Bas et des deux Siciles. Il demande du secours au pape. Il supplie son oncle Sigismond, roi de Pologne, de lui envoyer des troupes. Son beau-frère Ferdinand d'Autriche promet de l'aide, mais personne ne vient vraiment. L'Europe est déchirée par ses propres conflits. Charles Quint est engagé dans une guerre sans fin contre François Ier, le roi de France qui, comble de l'ironie, a conclu une alliance secrète avec Soliman pour prendre Charles Quint en tenaille. Le pape est lui-même empêtré dans les intrigues politiques italiennes. La Pologne vient tout juste de régler ses problèmes avec l'ordre des chevaliers teutoniques et n'a aucune envie de s'engager dans une nouvelle guerre. L'Autriche envoie quelques subsides et un peu de matériel, mais pas de troupes. La Hongrie est seule face à la tempête qui arrive. En avril 1526, Soliman quitte Constantinople à la tête d'une armée massive. Les sources varient sur les effectifs exacts, mais l'armée ottomane compte entre 60 000 et 100 000 hommes. C'est une machine de guerre parfaitement huilée, la plus puissante d'Europe. Au cœur de cette armée se trouvent les janissaires, ces fantassins d'élite qui font trembler tous les adversaires de l'Empire ottoman. Les janissaires ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des hommes arrachés enfants à leur famille chrétienne des Balkans par le système du Devshirme, convertis de force à l'islam, éduqués dans la discipline la plus stricte et entraînés à ne connaître qu'une seule loyauté, celle envers le sultan. Ils ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas faire de commerce. Leur vie entière est vouée à la guerre. En échange, ils reçoivent un salaire régulier et jouissent de privilèges considérables. Sous Soliman, les janissaires sont environ 12 000 à 15 000. Ils sont équipés d'arquebuses, ces armes à feu qui peuvent percer une armure de chevalier à distance raisonnable. Mais leur véritable force n'est pas dans leurs armes, c'est dans leur discipline. Là où les chevaliers européens se battent chacun pour soi, cherchant la gloire personnelle, les janissaires combattent comme un seul homme. Ils avancent au son de leur fanfare tonitruante, le meurter, qui glace le sang des ennemis. Sur leur tête, ils portent un haut bonnet blanc distinctif, doupant un voile qui tombe sur leurs épaules. Soliman dispose aussi d'une cavalerie formidable. Les Sipahis, ces cavaliers légers qui ont fait la réputation de l'armée ottomane, sont des éclaireurs et des pillards redoutables. Plus rapides et plus mobiles que la lourde cavalerie européenne, ils peuvent harceler l'ennemi, puis se retirer avant d'être pris dans un combat prolongé. Mais l'arme secrète de Soliman, c'est son artillerie. L'armée ottomane dispose de 300 canons de campagne. Ces pièces sont maniables, peuvent être déplacées rapidement et crachent une mort terrible sur les formations ennemies. Face à elles, l'armée hongroise ne dispose que de 50 canons, souvent vieux et mal entretenus. À la tête de cette armée marche le grand vizir Pargali Ibrahim Pacha, l'ami d'enfance de Soliman. Les deux hommes se connaissent depuis leur jeunesse et le sultan fait totalement confiance à son vizir. Ibrahim est un stratège brillant qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs campagnes. Soliman lui a confié le commandement effectif des opérations militaires. L'armée ottomane progresse méthodiquement vers le nord. Elle traverse la Serbie, puis franchit la Save. Le 20 août, elle atteint la Drave, un affluent du Danube. Les ingénieurs ottomans construisent un pont de ponton qui met 5 jours à être achevé. Soliman lui-même supervise les travaux, installé dans une cabane sur la berge, tandis que les pachas, bâton à la main, encouragent les ouvriers. L'armée traverse sans encombre. En Hongrie, Louis II sait que l'heure de vérité approche. Il tente désespérément de rassembler une armée. Mais les effectifs qu'il parvient à mobiliser sont dérisoires. Au début, il n'a que 20 000 hommes.
Ce sont les troupes des barons et des comitats, placées sous le commandement de l'archevêque de Kaloxa, Pál Tomori, un homme d'église qui est aussi un guerrier expérimenté. Louis attend des renforts. Jean Szápolyai, le prince de Transylvanie, dispose d'une armée importante. Le roi lui envoie message sur message, le suppliant de venir au plus vite. Mais Szápolyai temporise. Il prend son temps. Est-ce de la lâcheté? De la prudence? Ou calcule-t-il déjà que la défaite de Louis pourrait servir ses ambitions personnelles? Nul ne le sait avec certitude, mais le fait est là. Szápolyai ne viendra pas. Les troupes croates de Christophe Frangipan n'arrivent pas non plus. Les forces du royaume de Bohême sont absentes. Au final, l'armée hongroise qui attend les Ottomans compte entre 25 000 et 30 000 hommes, selon les sources les plus favorables. Certains historiens estiment qu'il pourrait y avoir eu jusqu'à 40 000 soldats, mais ce chiffre inclut probablement des non-combattants, des serviteurs et des valets qui suivent l'armée. Cette armée hongroise n'est pas négligeable. Le chœur en est formé par la cavalerie lourde hongroise, ces chevaliers cuirassés montés sur de puissants destriers qui ont fait la gloire de la Hongrie pendant des siècles. Ces hommes portent des armures complètes, brandissent de longues lances et des épées redoutables. Sur une courte charge, ils sont pratiquement irrésistibles. Ils l'ont prouvé maintes fois contre les Turcs dans les batailles précédentes. Mais l'armée hongroise a un talon d'Achille, elle manque cruellement d'infanterie. À cause du servage imposé aux paysans après la révolte de 1514, Louis ne peut pas recruter massivement parmi la population rurale. Les paysans n'ont aucune envie de mourir pour leurs oppresseurs. L'armée hongroise est donc déséquilibrée, trop dépendante de sa cavalerie lourde. Louis établit son camp près du village de Mohacs, sur la rive occidentale du Danube, à environ 180 km au sud de Buda. Le terrain est une plaine légèrement vallonnée, bordée de marécages. C'est un endroit dangereux pour livrer bataille, mais le jeune roi n'a pas vraiment le choix. S'il recule vers Buda, il abandonne tout le sud du royaume aux Turcs. S'il attend trop longtemps, l'armée ottomane pourra se concentrer entièrement et son avantage numérique deviendra encore plus écrasant. Le 29 août 1526, les deux armées se font face. C'est une journée d'été chaude et lourde. Dans le camp hongrois, l'atmosphère est tendue. Certains commandants conseillent la prudence. Il faudrait attendre les renforts, éviter la bataille en rase campagne, harceler les Ottomans avec des raids de cavalerie légère. Mais d'autres, plus impétueux, poussent à l'attaque. Le jeune roi Louis, inexpérimenté et sous pression, se laisse convaincre. Il va attaquer. Ce qui va se passer dans les heures qui suivent reste gravé dans la mémoire hongroise comme le plus grand désastre de son histoire. Les Hongrois appellent ce jour le tombeau de la nation. L'armée hongroise se déploie pour la bataille. Au centre, la lourde cavalerie cuirassée, fleur de la noblesse hongroise. Sur les flancs, des unités plus légères. Derrière, les canons et ce qui reste d'infanterie. Le roi Louis lui-même prend place au milieu de ses chevaliers, portant son armure de combat. Face à eux, l'armée ottomane s'est déployée avec une précision mathématique. Au centre, les janissaires forment un mur d'acier. Sur les flancs, les sipahis attendent le signal. Et surtout, bien positionnés, l'artillerie est prête à cracher la mort. Les commandants hongrois ont un plan. Ils veulent frapper vite, avant que toute l'armée ottomane ne soit complètement rassemblée sur le champ de bataille. Si la cavalerie lourde peut percer le centre ottoman et atteindre Soliman lui-même, la victoire est possible. C'est un pari audacieux, mais c'est la seule chance de la Hongrie. L'attaque commence. Les chevaliers hongrois se lancent à l'assaut. C'est un spectacle impressionnant. Des milliers de cavaliers lourdement armés dévalent la pente dans un tonnerre de sabots et un cliquetis de métal. Leurs lances pointées vers l'avant scintillent sous le soleil d'août. Les cris de guerre résonnent. C'est la charge médiévale dans toute sa splendeur terrifiante. Au début, ça marche. Les sipahis qui formaient l'avant-garde ottomane reculent devant l'assaut. Les chevaliers hongrois percent leurs lignes. Des cris de victoire s'élèvent. Peut-être que le miracle est possible. Peut-être que la valeur individuelle va triompher du nombre. Mais c'était exactement ce que Soliman et Ibrahim Pacha attendaient. La retraite des sipahis n'était pas une fuite, c'était un piège soigneusement préparé. Les sipahis se replient de manière ordonnée, attirant les chevaliers hongrois plus profonds dans le dispositif ottoman. Et alors l'enfer se déchaîne.
Les 300 canons ottomans ouvrent le feu tous en même temps. Le bruit est assourdissant. La fumée obscurcit le champ de bataille. Les boulets de canon, tirés à distance rapprochée, fauchent les rangs des chevaliers hongrois. Une armure, aussi solide soit-elle, ne résiste pas à un boulet de canon. Les hommes et les chevaux sont déchiquetés, renversés, piétinés. La charge hongroise perd sa cohésion. Les chevaux paniqués ruent et se cabrent. Les cavaliers tentent de maintenir leur formation, mais c'est impossible sous ce déluge de fer et de feu. Et pendant qu'ils vacillent, les janissaires avancent. Les janissaires ne courent pas, ils marchent au pas, au son de leurs terribles fanfares. Ils forment une ligne impeccable, chaque homme à sa place. Quand ils arrivent à portée de tir, ils s'arrêtent. Les premiers rangs s'agenouillent, et ils font feu. Les arquebuses crachent. À distance rapprochée, elles peuvent percer une armure. Les chevaliers hongrois tombent de leur monture. Ceux qui restent en selle tentent de charger les janissaires, mais c'est inutile. Les janissaires reçoivent la charge sans rompre. Ils plantent leurs piques dans le sol, formant un mur de fer. Les chevaux s'empalent. Les cavaliers sont désarçonnés. Et puis les janissaires attaquent avec leurs sabres. Le combat devient un massacre. Les chevaliers hongrois, alourdis par leurs armures, ne peuvent pas manœuvrer dans la mêlée. Ils sont submergés par le nombre. Les janissaires les abattent méthodiquement, sans pitié, sans hâte. Sur les flancs, la situation n'est pas meilleure. Les sipahis ottomans ont contourné l'armée hongroise. Ils referment l'étau. L'armée de Louis est encerclée. La manœuvre en tenaille est parfaite. Ce que les Hongrois ont pris pour une percée était en réalité une souricière. La cavalerie hongroise, au lieu de poursuivre sa charge, s'est arrêtée pour piller le camp des sipahis qu'elle avait dispersés. Cette erreur fatale lui coûte tout. Quand les chevaliers tentent de reprendre leur attaque, ils sont pris à revers par les janissaires qui les anéantissent. Le centre de l'armée hongroise s'effondre. Les soldats tentent de fuir. Mais où aller? Derrière eux, il y a les marécages qui bordent le Danube. Devant, les janissaires qui avancent. Les sipahis qui encerclent. L'artillerie qui continue à tirer. C'est la panique. Les hommes jettent leurs armes et courent vers l'arrière. Beaucoup se noient dans les marécages, entraînés au fond par le poids de leurs armures. D'autres sont rattrapés par les sipahis et sabrés sans pitié. Les Ottomans ne font pas de prisonniers. Ils tuent tout ce qui bouge. Le jeune roi Louis tente de s'échapper. Monté sur son cheval, entouré de quelques fidèles, il fuit vers le ruisseau Xélé. Mais son cheval trébuche sur la berge abrupte. Louis tombe. L'animal paniqué se renverse en arrière. Le roi, piégé sous le poids de sa monture et alourdi par son armure, se noie dans les eaux peu profondes du ruisseau. Il a 20 ans. Le massacre dure 2 heures, peut-être un peu plus, quand le silence retombe enfin sur le champ de bataille de Mohács. Le spectacle est apocalyptique. Les sources ottomanes parlent de 24 000 morts côté hongrois. D'autres sources évoquent 18 000 victimes. Le chiffre exact importe peu. L'armée hongroise a été pratiquement anéantie. Parmi les morts se trouvent 28 évêques et prélats, 500 nobles, 4 000 cavaliers cuirassés. La fleur de la noblesse hongroise gît sur le champ de bataille. Côté ottoman, les pertes sont dérisoires, environ 2000 hommes. C'est une victoire écrasante, totale, définitive. Quand Soliman parcourt le champ de bataille après la victoire, on lui montre le corps de Louis II, retrouvé 2 mois plus tard dans les marécages. Selon la légende, le sultan aurait dit « Je suis venu en armes contre lui, mais ce n'était pas mon souhait qu'il meure ainsi, alors qu'il avait à peine goûté au plaisir de la vie et de la royauté. » Si ces mots sont authentiques, ils montrent peut-être un éclair d'humanité, mais ils ne changent rien au désastre. Le village de Mohács est incendié. Tous les paysans trouvés dans les environs sont massacrés. Tous les prisonniers sont exécutés. Soliman veut que cette victoire serve d'exemple. La terreur fait partie de sa stratégie. Il veut que toute l'Europe sache ce qui arrive à ceux qui défient l'Empire ottoman. Les conséquences de Mohács sont immédiates et catastrophiques. En 2 heures, la Hongrie a perdu son roi, son armée, sa noblesse. Le royaume est décapité littéralement. Buda, la capitale, n'a plus de défense. Soliman marche sur la ville et s'en empare sans résistance quelques jours plus tard. Le sultan entre triomphalement dans Buda. Il transforme les principales églises en mosquées. Il installe une garnison turque dans la forteresse royale. Il pille les trésors accumulés pendant des siècles. Mais il ne reste pas. Septembre avance, l'hiver approche, ses lignes de ravitaillement sont étirées. Soliman repart vers Constantinople, emmenant avec lui un butin considérable et des milliers d'esclaves. Mais le mal est fait. Le royaume de Hongrie, tel qu'il existait depuis des siècles, a cessé d'exister.
La veuve de Louis II, Marie de Habsbourg, tente d'assurer la régence, mais elle n'a ni armée ni autorité réelle. Le royaume sombre dans le chaos. Deux prétendants se disputent la couronne hongroise. D'un côté, Jean Szápolyai, le prince de Transylvanie qui n'était pas venu secourir Louis à Mohács. Soutenu par Soliman qui voit en lui un vassal utile, il est élu roi de Hongrie par une partie de la noblesse le 10 novembre 1526. De l'autre, Ferdinand de Habsbourg, le frère de Marie et beau-frère du défunt Louis II. Soutenu par l'autre faction de la noblesse et par l'empereur Charles Quint, il est proclamé roi le 17 décembre 1526. La Hongrie est déchirée entre deux rois, deux cours, deux administrations. C'est le début d'une guerre civile qui va durer des années. Cette division fait le jeu de Soliman. En 1529, profitant de la confusion, il remonte le Danube avec son armée. Il reprend Buda et la confie à Jean Szápolyai comme vassal. Puis il continue vers Vienne. Le siège de Vienne en 1529 marque l'expansion maximale de l'Empire ottoman vers l'ouest. Mais cette fois, Soliman échoue. Les Autrichiens, renforcés par 16 000 défenseurs, résistent. Le mauvais temps, l'automne précoce, les lignes de ravitaillement trop étendues forcent le sultan à se retirer. Une nouvelle tentative en 1532 échoue également. Mais la Hongrie n'échappe pas à son destin. En 1541, Soliman revient et s'empare définitivement de Buda. Cette fois, il ne confie pas la ville à un vassal. Il l'annexe directement à l'Empire ottoman. La Hongrie est formellement divisée en trois parties. Le centre et le sud du pays, y compris Buda, deviennent une province ottomane. L'ouest et le nord sont sous contrôle des Habsbourg d'Autriche, et la Transylvanie devient une principauté autonome, vassale des Ottomans. Cette division va durer 150 ans. Pendant un siècle et demi, la Hongrie n'existe plus en tant qu'État indépendant. Les Ottomans contrôlent le cœur du royaume. Les Habsbourg contrôlent les marges occidentales. Et la Transylvanie joue un jeu d'équilibre périlleux entre les deux puissances. Le Danube, qui traverse Buda, devient une frontière. Les deux rives du fleuve sont sous domination différente. Le fleuve lui-même devient une artère vitale pour l'Empire ottoman, qui l'utilise pour ses échanges commerciaux et pour ravitailler ses armées lors des campagnes contre les Habsbourg. La population hongroise paie le prix fort. Les guerres constantes entre Ottomans et Habsbourg ravagent le pays. Les villages sont pillés, brûlés, pillés à nouveau. Les paysans sont massacrés ou emmenés comme esclaves. La population diminue dramatiquement. Des régions entières sont dépeuplées. La Hongrie, autrefois prospère et peuplée, devient une terre de désolation. Mais les Ottomans apportent aussi des changements. Dans les territoires qu'ils contrôlent, ils instaurent leur propre administration. Le système fiscal ottoman remplace l'ancien système féodal. Pour les paysans, c'est paradoxalement parfois une amélioration. Les impôts ottomans sont parfois moins lourds que ceux qu'imposaient les magnats hongrois. Et les sultans ont promulgué des codes qui protègent les sujets non musulmans contre les abus. Soliman lui-même a créé le code des rayas, qui améliore la condition des chrétiens travaillant sur les terres des Sipaïs. Ce code est si avantageux que des serfs chrétiens des territoires voisins émigrent parfois vers les terres ottomanes pour en bénéficier. C'est un phénomène étrange. Des chrétiens qui fuient vers les terres de l'ennemi musulman parce qu'ils y sont mieux traités. Mais cette relative mansuétude ne doit pas masquer la réalité du système ottoman. Le devshirme continue. Régulièrement, des enfants chrétiens sont arrachés à leur famille, convertis de force à l'islam et intégrés dans l'armée ou l'administration ottomane. Pour les familles touchées, c'est une tragédie absolue. Voir son fils partir pour ne jamais revenir, transformé en janissaire ou en fonctionnaire ottoman, c'est une douleur inimaginable. La Hongrie sous domination ottomane devient une société complexe et tragique. Les Turcs contrôlent les villes et les forteresses. Dans les campagnes, la vie continue tant bien que mal. Les paysans cultivent leurs champs, espérant que leur village ne sera pas le prochain à être pillé par une armée de passage. Les églises chrétiennes restent ouvertes, mais beaucoup sont transformées en mosquées. L'islam s'implante dans une région qui était chrétienne depuis 1000 ans. Cette situation dure jusqu'en 1683. Cette année-là, les Ottomans tentent une dernière fois de prendre Vienne. C'est le siège le plus célèbre de l'histoire de la ville. Pendant 2 mois, 200 000 soldats ottomans assiègent les murailles de Vienne. Mais cette fois, toute l'Europe chrétienne se mobilise. Le roi de Pologne, Jean III Sobieski, arrive à la tête d'une armée de secours. Le 12 septembre 1683, la plus grande charge de cavalerie de l'histoire balaye les lignes ottomanes. Les Turcs s'enfuient, abandonnant leur camp et tout leur matériel.
c'est le tournant. À partir de cette défaite, l'Empire ottoman commence son long déclin en Europe. Les Habsbourg contre-attaquent. En 1687, une seconde bataille a lieu près de Mohács, sur le mont Arsani. Cette fois, ce sont les armées impériales autrichiennes qui triomphent. Le duc Charles V de Lorraine, le vainqueur du siège de Vienne, écrase les forces ottomanes. C'est la revanche 161 ans après le désastre de 1526. Les Ottomans reculent. Année après année, ville après ville, forteresse après forteresse, ils perdent du terrain. En 1699, le traité de Karlowitz consacre leur défaite. La Hongrie est libérée de la domination turque, mais elle ne retrouve pas son indépendance. Elle passe sous contrôle total des Habsbourg d'Autriche. Mohács est devenu bien plus qu'une bataille. C'est un symbole gravé dans la conscience hongroise, une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Quand les Hongrois parlent de Mohács, ce n'est pas seulement d'une défaite militaire qu'ils parlent, c'est de la fin de leur indépendance nationale, de 150 ans d'occupation étrangère, de la destruction de leur âge d'or médiéval. Dans les écoles hongroises, pendant des siècles, Mohács a été enseigné comme le moment où la nation a failli disparaître. Les manuels scolaires, de l'époque dualiste à l'ère communiste, ont tous insisté sur l'importance traumatique de cette bataille. Les historiens hongrois comparent Mohács à d'autres désastres nationaux. La bataille du Champ des Merles pour les Serbes en 1389, la bataille de la Montagne Blanche pour les Tchèques en 1620. Un monument a été érigé sur le champ de bataille, sur la colline de Törög, qui signifie « turc » en hongrois. Chaque année, des cérémonies commémoratives y sont organisées. En 1926, pour le 400e anniversaire, une église votive dans le style byzantin a été construite sur la place principale de Mohács. La ville elle-même est devenue un lieu de mémoire nationale. Mais au-delà du symbole, Mohács pose des questions qui résonnent à travers les siècles. Comment une bataille de 2 heures a-t-elle pu détruire un royaume qui existait depuis 500 ans? Pourquoi l'Europe chrétienne a-t-elle laissé la Hongrie affronter seule la puissance ottomane? Qu'est-ce qui a vraiment causé la défaite, la supériorité militaire turque ou les divisions internes hongroises? La réponse est probablement un mélange des deux. Sur le plan militaire, les Ottomans disposaient d'avantages décisifs. Leur artillerie était bien supérieure. Leurs janissaires formaient une infanterie disciplinée que l'Europe médiévale ne pouvait pas égaler. Leur tactique était moderne, adaptée aux nouvelles réalités de la guerre à l'ère de la poudre à canon. Face à eux, l'armée hongroise combattait encore comme au Moyen-Âge, misant tout sur la charge de cavalerie lourde. Mais les causes profondes de la défaite sont politiques et sociales. La Hongrie de 1526 était un royaume divisé, appauvri, affaibli de l'intérieur. La révolte paysanne de 1514 et sa répression sanglante avaient créé une fracture béante dans la société hongroise. Comment une nation peut-elle se défendre quand la majorité de sa population refuse de se battre pour elle? Les magnats hongrois, occupés à se déchirer entre eux, n'ont pas su voir le danger avant qu'il soit trop tard. Jean Sapolier, qui aurait pu sauver le royaume en amenant ses troupes à temps, a préféré attendre et voir. Son calcul cynique lui a effectivement valu la couronne, mais une couronne de vassal ottoman. Était-ce vraiment une victoire? Louis II porte aussi sa part de responsabilité. Jeune et inexpérimenté, il a pris la décision d'attaquer alors que la prudence aurait commandé d'attendre. Mais peut-on vraiment lui en vouloir? À 20 ans, avec toute la pression de la noblesse qui le pousse à l'action, avec l'honneur du royaume en jeu, quelle autre décision aurait-il pu prendre? L'Europe chrétienne, elle, a une lourde responsabilité. Charles Quint était trop occupé à faire la guerre au roi de France pour secourir son beau-frère hongrois. François Ier, ce champion de la chrétienté, avait conclu une alliance avec Soliman contre l'empereur. Le pape lui-même était empêtré dans les intrigues italiennes. Chacun poursuivait ses propres intérêts et la Hongrie a payé le prix de ses égoïsmes. Soliman, de son côté, a démontré qu'il était un chef d'État et un commandant militaire de premier ordre. Il a su identifier la faiblesse de son adversaire, préparer minutieusement sa campagne, choisir le bon moment pour frapper. Sa victoire à Mohács n'était pas un coup de chance. C'était le résultat d'une stratégie réfléchie et d'une exécution impeccable. Mais Mohács marque aussi les limites de la puissance ottomane. Soliman a vaincu la Hongrie, mais il n'a pas pu prendre Vienne. L'Empire ottoman a atteint son expansion maximale en Europe. Au-delà de la Hongrie, il se heurte à des obstacles insurmontables, les distances trop grandes, les lignes de ravitaillement trop étendues, la résistance des Habsbourg solidement retranchée derrière leur forteresse.
La bataille de Mohacs illustre aussi une transformation plus large de l'art de la guerre. En 1526, deux mondes militaires s'affrontent. D'un côté, l'armée hongroise représente encore la guerre médiévale. Cavalerie lourde, charge frontale, combat au corps à corps, gloire individuelle. De l'autre, l'armée ottomane incarne déjà la guerre moderne, artillerie de campagne, infanterie armée d'armes à feu, discipline collective, manœuvres tactiques complexes. Ce contraste annonce ce qui va se passer dans toute l'Europe au cours du XVIe siècle. Les armées médiévales, basées sur la cavalerie noble, vont progressivement disparaître. Elles seront remplacées par des armées permanentes, composées de fantassins professionnels, équipés d'armes à feu, organisées selon des principes modernes. Mohacs est l'un des moments où cette transition devient évidente et brutale. Pour la Hongrie, les 150 ans d'occupation qui suivent Mohacs sont une période sombre. Mais ce n'est pas seulement une histoire de souffrance. C'est aussi une période de résistance, d'adaptation, de survie. Le peuple hongrois ne disparaît pas. La langue hongroise n'est pas effacée. La culture hongroise survit. Dans les zones sous contrôle ottoman, les Hongrois apprennent à coexister avec leurs nouveaux maîtres. Certains se convertissent à l'islam et font carrière dans l'administration ottomane. D'autres restent chrétiens et paient le tribut. Tous s'adaptent comme ils peuvent à une situation qu'ils n'ont pas choisie. Dans les zones sous contrôle des Habsbourg, les Hongrois résistent à l'assimilation autrichienne. Ils défendent leurs privilèges, leur langue, leurs traditions. Ils se rebellent régulièrement contre la domination des Habsbourg, qui n'est guère plus populaire que celle des Ottomans. La Transylvanie devient un sanctuaire de la culture hongroise. Cette principauté, coincée entre les deux empires, joue habilement des rivalités pour maintenir une autonomie relative. Elle devient un centre intellectuel important, un lieu où la langue et la littérature hongroise continuent de se développer. C'est en Transylvanie que la réforme protestante trouve un terrain fertile. Libérés du contrôle strict de l'Église catholique, de nombreux Hongrois embrassent le calvinisme ou le luthéranisme. Cette conversion religieuse devient aussi un acte de résistance culturelle contre les Habsbourg catholiques. Quand finalement, au début du XVIIIe siècle, les Ottomans sont chassés de Hongrie, ce n'est pas la liberté qui attend les Hongrois. C'est une nouvelle forme de domination, celle des Habsbourg. Il faudra attendre 1867 et le compromis austro-hongrois pour que la Hongrie retrouve une forme d'autonomie au sein de l'Empire austro-hongrois. Et il faudra attendre 1918 et l'effondrement de cet empire pour que la Hongrie redevienne vraiment indépendante. Aujourd'hui, plus de 5 siècles après la bataille, Mohacs continue de fasciner les historiens et d'émouvoir les Hongrois. Les recherches archéologiques sur le champ de bataille se poursuivent. On retrouve régulièrement des ossements, des fragments d'armure, des boulets de canon, des armes. Chaque découverte apporte de nouvelles informations sur ce qui s'est réellement passé ce jour d'août 1526. Les historiens débattent encore de nombreux aspects de la bataille. Les effectifs exacts des deux armées restent incertains. Le déroulement précis du combat fait l'objet d'interprétations différentes. Le rôle de certains acteurs, comme Jean Zápolyai, continue de faire polémique. Mais au-delà des détails historiques, Mohacs pose des questions qui restent d'actualité. Comment une nation divisée peut-elle survivre face à une menace extérieure? Quel est le prix de l'égoïsme politique quand l'intérêt commun est en jeu? Que se passe-t-il quand l'Europe est trop occupée par ses querelles internes pour faire face à un danger commun? Ces questions résonnent étrangement dans notre monde contemporain. L'Europe d'aujourd'hui, face aux défis géopolitiques actuels, n'est-elle pas parfois aussi divisée que l'Europe de 1526? Les nations ne poursuivent-elles pas encore trop souvent leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt collectif? Mohacs nous rappelle aussi que l'histoire n'est pas linéaire. Les empires qui semblent invincibles s'effondrent. Les nations qui paraissent condamnées survivent. L'Empire ottoman, si puissant en 1526, n'existe plus. La Hongrie, qui semblait avoir disparu après Mohacs, est aujourd'hui un État souverain et membre de l'Union européenne. La bataille nous enseigne également que la technologie militaire compte, mais que la politique compte davantage. Les Ottomans n'ont pas vaincu seulement parce qu'ils avaient de meilleurs canons. Ils ont vaincu parce que la Hongrie était déjà affaiblie de l'intérieur. Une nation unie et forte, même avec une technologie inférieure, peut résister. Une nation divisée et faible, même avec les meilleures armes, est vouée à la défaite. Soliman le Magnifique est mort en 1566, exactement 40 ans après Mohacs.
au cours d'une ultime campagne en Hongrie. Il assiégeait la forteresse de Szigedvár quand la mort l'a frappé. Son règne de 46 ans, le plus long de la dynastie ottomane, a marqué l'apogée de l'Empire ottoman. Après lui, l'Empire est entré dans une longue période de stagnation puis de déclin. Le corps de Louis II repose aujourd'hui dans la cathédrale de Székesfehérvár, où les rois de Hongrie étaient traditionnellement couronnés. Sa mort, prématurée à 20 ans, en fait une figure tragique, le jeune roi qui n'a pas eu le temps de prouver ce qu'il aurait pu accomplir. Les Hongrois le commémorent non pas comme un roi faible, mais comme une victime des circonstances, un souverain qui a fait face avec courage à une situation impossible. Le champ de bataille de Mohács est aujourd'hui un lieu paisible. Les marécages ont été asséchés. Les champs où 24 000 hommes sont morts sont maintenant cultivés. Mais le mémorial national rappelle à tous les visiteurs ce qui s'est passé ici. Sur la colline de Törög, des sculptures en bois représentent les guerriers tombés. Le vent souffle dans les herbes hautes. Le silence est pesant. On dit que pendant longtemps, les paysans hongrois refusaient de cultiver ces terres. Ils craignaient que la terre, gorgée de sang, soit maudite. Aujourd'hui encore, quand on creuse dans certaines parties du champ de bataille, on trouve des os humains. Les morts de Mohács sont toujours là, sous nos pieds. Mohács n'était pas seulement une bataille. C'était le point culminant d'une série d'échecs politiques, diplomatiques et militaires. C'était la conséquence inévitable de décennies de divisions internes, de négligence des défenses, de confiance aveugle en une aide européenne qui n'est jamais venue. Si Louis II avait été plus âgé et plus expérimenté, aurait-il pu éviter le désastre? Peut-être. S'il avait attendu les renforts de Transylvanie, s'il avait évité la bataille rangée en terrain découvert, s'il avait utilisé des tactiques de harcèlement au lieu de l'attaque frontale, les choses auraient pu être différentes. Mais aurait-ce vraiment changé le cours de l'histoire? Ou aurait-ce seulement retardé l'inévitable? La supériorité militaire ottomane était écrasante. L'armée de Soliman était mieux équipée, mieux entraînée, mieux commandée. Elle avait l'expérience de dizaines de campagnes victorieuses. Elle bénéficiait d'une logistique efficace et d'un système de ravitaillement qui fonctionnait. Face à elle, l'armée hongroise était une relique médiévale, courageuse mais dépassée. Même si Louis avait gagné à Mohács, Soliman serait revenu l'année suivante avec une armée encore plus grande. L'Empire ottoman était au sommet de sa puissance en 1526. Il pouvait lever des armées que la Hongrie ne pouvait pas égaler. Il disposait de ressources financières colossales. Il contrôlait un territoire immense, des Balkans au Moyen-Orient. La vraie tragédie de Mohács n'est pas la défaite militaire. C'est que cette défaite était probablement inévitable. La Hongrie de 1526 ne pouvait pas gagner seule contre l'Empire ottoman. Elle avait besoin de l'aide de l'Europe. Et cette aide n'est pas venue. Charles Quint, qui aurait dû défendre la chrétienté, était trop occupé à combattre François Ier. François Ier, qui se proclamait roi très chrétien, préférait s'allier avec les Turcs musulmans contre l'empereur chrétien. Le pape, qui aurait dû unir les princes chrétiens, était empêtré dans la politique italienne. Chacun poursuivait ses propres ambitions, et la Hongrie a servi de sacrifice sur l'autel de ses rivalités. Dans ce sens, Mohács n'est pas seulement une défaite hongroise. C'est un échec collectif de l'Europe chrétienne. C'est la preuve que face à un ennemi commun, les divisions européennes peuvent être fatales. Et c'est une leçon que l'Europe mettra longtemps à apprendre. Il faudra l'échec du siège de Vienne en 1529, puis à nouveau en 1683, pour que l'Europe comprenne enfin qu'elle doit s'unir face à la menace ottomane. Et même alors, ce sera trop tard pour la Hongrie, déjà dépecée entre 3 mètres. Aujourd'hui, quand on visite le champ de bataille de Mohács, on ne peut s'empêcher de ressentir la tragédie de ce qui s'est passé. En 2 heures, un royaume a été détruit. En 2 heures, des milliers de vies ont été fauchées. En 2 heures, le cours de l'histoire européenne a été changé pour les 150 ans à venir. Les arbres qui bordent le champ de bataille murmurent dans le vent. Les corbeaux tournent dans le ciel, et sous nos pieds, dans la terre noire et fertile, reposent les ossements de ceux qui sont morts ce jour d'août 1526, croyant défendre leur patrie jusqu'au bout. Mohács nous rappelle que l'histoire se joue parfois en quelques heures, que les décisions prises dans la panique du moment peuvent avoir des conséquences qui durent des siècles, que le courage individuel ne suffit pas quand la stratégie est mauvaise et que les forces sont trop inégales. La bataille de Mohács reste gravée dans la mémoire collective comme un avertissement sur les dangers de la division, sur le prix de l'isolement, sur les conséquences de l'inaction quand l'action est nécessaire.
sur ce qui arrive quand on attend trop longtemps pour faire face au danger. Le 29 août 1526, sur une plaine hongroise, le Moyen-Âge a rencontré l'époque moderne, et le Moyen-Âge a perdu. Ce jour-là, en 2 heures de combat féroce, un monde est mort et un autre est né. La Hongrie ne s'en est jamais vraiment remise. Et l'Europe a appris, trop tard et à un prix terrible, qu'aucune nation ne peut survivre seule face à un empire déterminé à la détruire.